Les dons d'huile et de riz gratuits auxquels le régime actuel procède sont anti-économiques, dénonce un économiste. Ces actions sociales n'apportent rien de positif à l'économie du pays. Elles s'avéreront aussi néfastes dans le futur. La poliomyélite reprend de l'ampleur à Madagascar suite au faible taux de vaccination dans le pays. La seule prévention demeure la prise de vaccin. Madagascar est le pays où l'on enregistre le plus de cas de poliomyélite dans le monde. À la une de l'actualité internationale au Niger, la France, par la voix de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, a affirmé samedi qu'elle appuyait avec fermeté et détermination les efforts de la CEDEAO pour faire échouer la tentative de putsch au Niger. Une déclaration qui intervient à la veille de la fin d'un ultimatum du bloc ouest-africain qui se dit prêt à intervenir militairement. Les dons d'huile et de riz gratuits pour les citoyens auxquels le régime actuel procède sont anti-économiques, dénonce un économiste. Ces actions sociales n'apportent rien de positif à l'économie du pays. Elles s'avéreront aussi néfastes dans le futur vu que l'État a conditionné la population à des aides ponctuelles. Pour développer un pays, il faudrait entamer des actions à long terme. Donc distribuer de la nourriture, distribuer des vivres pour la population d'une manière temporaire ne résout pas le problème du développement. Quand ils auraient consommé c'est ce que vous avez donné, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Le niveau de la pauvreté, le niveau de le problème de ces ménages-là ne sont pas résolus avec la distribution de vivres. Assainir l'environnement des investissements pour que les investisseurs directs étrangers puissent s'installer d'une manière sécurisée à Madagascar, améliorer la situation énergétique de Madagascar, et tout cela permettrait, à mon avis, de commencer les bases d'un développement pérenne. La réforme doit se faire à partir de l'éducation pour rehausser le niveau intellectuel de la population et pour un travail décent pour tous, selon cet économiste. Le niveau intellectuel des Malgaches à l'heure actuelle laisse à désirer. Les chiffres publiés dans le RGPH 3 de 2018 mentionnent que seuls 2,8% des jeunes Malgaches arrivent à poursuivre des études supérieures dans le pays. L'éducation et l'enseignement participent activement au développement de l'économie du pays, selon les explications. Donc moi, je reste convaincu, et toujours convaincu d'ailleurs, en tant qu'économiste, que pour développer un pays, il faut commencer par le début, par la base, améliorer le niveau d'instruction. Un bon niveau d'instruction permet d'avoir un emploi digne, et un emploi viable permet de toute façon d'avoir un revenu, un salaire viable. Pour vraiment développer un pays, moi je pense qu'il faudrait vraiment commencer à la base, commencer par le niveau d'instruction, améliorer le niveau d'instruction de la population. Si on prend par exemple l'exemple de l'Inde, l'Inde dans les années 90 ont décidé vraiment d'aller développer les relations internationales du pays, et ils ont commencé par transformer, modifier le programme scolaire. Et qu'est-ce qui se passe ? 30 ans après, de nos jours, on constate que l'Inde dispose des main-d'œuvre qualifiées, vraiment de bonne qualité en matière de développement en informatique. Le développement du pays réclame encore de nombreuses étapes, mais les aides ponctuelles telles que les distributions gratuites de PPN ne constituent en rien une solution pérenne et profitable pour la population malgache, selon les explications reçues.
La faible rentrée d'argent de la population est en grande partie à l'origine de l'appauvrissement des foyers. Or, pour faire face à la situation qui prévaut, l'État a seulement décidé de distribuer 30 tonnes de riz par jour dans la capitale. Le régime actuel n'a pu trouver qu'une solution anti-économique, dénoncent les économistes, lancer un projet de distribution gratuite de riz. La poliomyélite reprend de l'ampleur à Madagascar suite au faible taux de vaccination dans le pays. Les rumeurs et les superstitions poussent les parents à refuser les vaccins pour leurs enfants. Or, la poliomyélite est un danger et s'avère incurable une fois arrivé au stade de la paralysie. La seule prévention demeure la prise de vaccins selon les médecins. Les individus de tout âge peuvent facilement être infectés par le poliovirus. La poliomyélite provient d'un virus appelé poliovirus. Il se propage à travers l'eau. Si une personne infectée infecte une source d'eau, tous ceux qui boiront de cette eau seront infectés. Cette maladie peut aussi provenir d'aliments insolubles dans les boissons diverses, notamment les jus naturels. Les premiers symptômes sont banals, raison pour laquelle la poliomyélite est souvent négligée à Madagascar. Contrairement aux autres virus, le poliovirus connaît une évolution lente, or le stade final est irréversible et génère un handicap incurable. La poliomyélite se manifeste tout d'abord sous forme de fièvre. Le maladie peut aussi être sujet à des vomissements, à la diarrhée, à des douleurs articulaires et à une grosse fatigue, suivie de maux de tête. La paralysie se manifeste après quelques jours, vu que le système nerveux central, notamment les cellules nerveuses centrales, sont directement attaquées par le virus. La prise de vaccin contre la poliomyélite demeure la seule prévention sûre et elle est gratuite selon les explications. Les Malgaches doivent se défaire des superstitions et de l'automédication s'ils souhaitent mettre fin à la propagation de cette maladie. Madagascar est le pays où l'on enregistre le plus de cas de poliomyélite partout dans le monde. De nombreux enfants malgaches vivent dans des foyers empreints de violence morale à l'heure actuelle. Des cas de violence qui traumatisent ces enfants tout au long de leur vie et qui impactent leur caractère. Il est ainsi important de faire connaître les cas de violence morale qui peuvent exister, un danger pour la jeunesse malgache. Les mots blessants et dégradants, les mots qui les rabaissent et qui les humilient sont en général les cas de violence morale dont souffrent les jeunes malgaches au sein de leur foyer. Hormis la violence physique qui est aussi courante dans les foyers malgaches, la violence morale fait aussi partie du quotidien des enfants malgaches. Or, de nombreux parents l'ignorent. L'abus verbal et psychologique, c'est le fait d'insulter, le fait de rabaisser, le fait d'humilier, le fait de d'hausser la voix, le ton de la voix quand on parle à quelqu'un. Et quand ce genre d'abus est fait de façon répétitive, ça crée ce qu'on appelle des traumas. Ça fait aussi que les personnes ont une estime d'elles-mêmes qui vont être vraiment très basse. Et ça a aussi un impact énorme sur la santé mentale des personnes qui sont victimes de ce genre d'abus. Les cas de violence morale ont un impact négatif sur l'avenir des enfants victimes. Les propos dégradants, diminuants et haineux ainsi que la méchanceté gratuite sont fréquentes et doivent être réprimés, dénonce l'association Oumena Mouvement. Ils sont à l'origine du comportement violent des jeunes au sein de la société. Et il y a 80% d'enfants à Madagascar, selon UNICEF, qui sont victimes de ce genre d'abus. Et quand un enfant grandit dans ce genre d'environnement, c'est ce qu'il pense être normal. Il va perpétuer ça à l'école. Ça peut être un harcèlement scolaire ensuite. S'ils grandissent, ils sont dans des relations toxiques également parce que c'est ce qu'ils vont reproduire ou du harcèlement même au travail. Et donc, pour nous, à Oumé, notre travail, c'est de briser ce cycle-là tout d'abord en sensibilisant les gens sur ce que c'est l'abus émotionnel et ensuite en donnant des outils à nos éducateurs communautaires pour qu'ils puissent briser ce cycle-là.
Dans le cadre de la lutte contre la violence morale envers les enfants et les jeunes, 40 membres de l'association Oumena Mouvement ont été formés pour faire part de ce phénomène et pour le prévenir en société malgache. Ils lanceront une campagne de sensibilisation. Une campagne pour la maîtrise des émotions sera également enclenchée à l'intention des jeunes du pays. En collaboration avec l'INDDL, l'Institut national local de la décentralisation et du développement local, l'État procédera prochainement au recyclage des chefs d'arrondissement administratifs dans toutes les communes de Madagascar. De nombreuses plaintes concernant la méthode de travail des chefs d'arrondissement administratifs au niveau de nombreuses communes sont actuellement enregistrées. Les plaintes concernent majoritairement le mode d'enregistrement et de délivrance du cahier de contrôle pour les éleveurs de zébus ou le bouknoumbi. Les éleveurs et les citoyens sont en droit de déposer plainte concernant la méthode de travail des agents communaux, selon les explications. Si un citoyen en demande de service au niveau des communes ou des arrondissements estime que ses droits ne sont pas respectés, il est dans l'obligation d'émettre une plainte auprès du premier responsable vu que nous savons pertinemment que le chef d'arrondissement est rattaché au chef de district. Le recyclage des délégués communaux se tiendra du 7 août au 26 septembre prochain. Une décision prise face aux nombreuses modifications des textes de loi régissant les collectivités territoriales décentralisées. Les lois ont été adaptées aux réalités actuelles selon les explications et certains délégués n'ont suivi aucune formation y afférent. À un moment donné, les dirigeants du pays avaient constaté que les chefs d'arrondissement étaient insuffisants. Ils ont donc nommé des responsables compétents, mais ces derniers n'avaient pas suivi de formation y afférent. Ces agents ont donc dû apprendre sur le tas. Le recyclage des délégués commencera par la région Sofia, puis la région Sava et Diana. Les tâches et les responsabilités des délégués seront également revues, des échanges et des partages d'expériences se feront également. Une démarche visant à aider et à soutenir les délégués dans leurs fonctions et à les former pour qu'ils assument leurs tâches correctement, mais aussi pour qu'ils puissent collaborer efficacement avec les maires partout dans le pays. Les éleveurs de zébus de la région Vaknakaraja, district de Betaf, se plaignent actuellement du coût élevé de l'obtention d'un cahier de contrôle, le bouknoumbi. Pour l'obtention du cahier de contrôle ou le bouknoumbi, nous payons une importante somme d'argent par an par zébu. Si vous n'avez que peu de zébus, vous travaillez pour eux. Ils perçoivent de l'argent par zébu. Ce cahier de contrôle doit pourtant obligatoirement être renouvelé chaque année. Les éleveurs de la région se plaignent aussi du prix du lait actuel qui n'est pas proportionnel à la situation qui prévaut et au coût des charges à assumer. Ils déplorent des ventes à perte. Mon voisin achète mon lait de vache à 1500 arrières le litre. Je devrais pourtant le vendre à 2000 arrières, vu que pour une bonne production, il faut bien entretenir les animaux d'élevage, il faut bien les nourrir. Les éleveurs de cette région espèrent une prise de responsabilité des dirigeants, notamment du ministère de tutelle, pour une résolution rapide de leurs problèmes. Le 4x4 d'un sénateur de Madagascar, membre de la plateforme Irmar, Isikareja Merekamnyandradzweln, a heurté un gendarme à moto accompagné de son épouse ce matin sur la RN7. Une nouvelle qui s'est vite répandue sur les réseaux sociaux. Le véhicule de ce sénateur aurait roulé à toute vitesse et n'aurait pas serré à droite selon les explications. Après l'accident, le véhicule aurait fui mais a été arrêté un peu plus loin.
par un service de contrôle. La moto du gendarme a été complètement détruite. Son épouse a été rapidement admise à l'hôpital. Les blessures du gendarme ont été superficielles selon nos sources. À noter que ce genre de cas est récurrent. Le sénateur de Madagascar, élu à Tuléar et président de la plateforme IRD au Sénat, avait aussi récemment heurté un taxi B et a violenté le chauffeur. L'heure tourne et la fin de l'ultimatum approche à grands pas. Les casques blancs de la CEDEAO se préparent activement. Cette force militaire de maintien de la paix des États d'Afrique de l'Ouest a été créée en 1990 et elle est déjà intervenue dans plusieurs pays de la région, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire. Ces casques blancs ont également été déployés au Mali il y a 10 ans pour venir soutenir le gouvernement contre les rebelles. Et plus récemment, en 2017, une opération de la CEDEAO dirigée par le Sénégal a été envoyée en Gambie où le président sortant refusait de reconnaître sa défaite. Après les coups d'État des dernières années au Mali et au Burkina Faso, la CEDEAO semble aujourd'hui bien décidée à ne pas laisser passer un énième coup de force dans sa zone. Les chefs d'état-major des armées et leurs équipes ont travaillé 24 heures sur 24 à l'élaboration d'un concept d'opération pour une éventuelle intervention militaire en République du Niger afin de rétablir l'ordre constitutionnel et d'assurer la libération du président détenu. La CEDEAO affirme qu'elle privilégie encore la diplomatie, mais la délégation qu'elle a envoyée au Niger n'y est restée que quelques heures pour s'entretenir avec les putschistes dans l'enceinte même de l'aéroport de Niamey et sans même rencontrer le chef de la junte. Et en coulisses, on reste très déterminé à utiliser tous les moyens nécessaires pour s'opposer au coup d'État. Nous sommes déterminés à y mettre fin, mais la CEDEAO ne va pas dire aux putschistes quand et où nous allons frapper. C'est une décision opérationnelle qui sera prise par les chefs d'État. Mali et Burkina Faso, autres membres suspendus de la CEDEAO, ont d'ores et déjà annoncé leur soutien à leurs voisins nigériens. De quoi laisser craindre une potentielle guerre régionale si la diplomatie échoue, mais il reste encore un peu de temps pour faire aboutir le dialogue.